Jessica Morrison n'avait jamais été particulièrement croyante, mais le désespoir a parfois le pouvoir de pousser les gens vers des endroits où ils ne se seraient jamais rendus autrement. À 24 ans, elle avait déménagé à Atlanta 3 mois plus tôt avec le rêve de percer dans l'industrie musicale, mais elle s'était retrouvée serveuse dans un restaurant de Buckhead, arrivant à peine à payer le loyer de son studio à East Atlanta. L'église pentecôtiste Eternal Grace se trouvait à un coin de rue dans le sud-ouest d'Atlanta, sa façade blanche brillant sous le soleil de Géorgie. Jessica était passée devant des dizaines de fois en se rendant à son 2e emploi dans une blanchisserie, mais elle n'y était jamais entrée jusqu'à ce dimanche matin humide de juin, où l'avis d'expulsion de son propriétaire pesait lourdement dans son sac à main. L'église était bondée de familles, vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche. L'air était chargé de parfums, et la musique gospel du chœur résonnait dans la nef. Jessica se glissa dans un banc à l'arrière, se sentant déplacée dans sa simple robe en coton, ses cheveux blonds vénitiens tirés en queue de cheval. Elle était venue parce que sa collègue Keisha lui avait dit que le pasteur William Hartley aidait parfois les membres de sa congrégation financièrement, en particulier les jeunes qui essayaient de se lancer dans la vie. Le pasteur Hartley monta en chair avec l'assurance d'un homme 2 fois plus jeune que lui. À 72 ans, il était grand et mince, avec une chevelure argentée coiffée en arrière qui encadrait un visage qui avait conservé ses traits séduisants malgré les rides profondes creusées par cette décennie. Sa voix résonnait dans l'église avec une autorité acquise par l'expérience, et son sermon sur la rédemption et les secondes chances était prononcé avec le charisme qui lui avait permis de bâtir sa congrégation au cours de 40 années de ministère. Après le service, Keisha présenta Jessica au pasteur pendant l'heure de fraternité dans le sous-sol de l'église. Sa poignée de main était chaleureuse, son sourire sincère, ses yeux d'un bleu perçant semblaient la transpercer. « Sœur Jessica », dit-il, son accent du Sud adoucissant ses mots. « Keisha m'a dit que vous étiez nouvelle à Atlanta et que vous essayiez de trouver votre voie. Le Seigneur amène les gens à notre porte pour une raison. » Ils parlèrent pendant 20 minutes de sa situation, de ses rêves musicaux brisés, de ses dettes croissantes. Le pasteur Hartley écouta avec ce qui semblait être une compassion sincère, hochant la tête aux moments opportuns, offrant des mots d'encouragement qui semblaient personnels plutôt que génériques. Avant qu'elle ne parte, il lui glissa une carte de visite dans la main. « Passez à mon bureau demain soir », dit-il doucement. « J'accompagne les jeunes dans les transitions difficiles. Je pourrais peut-être vous aider à trouver les opportunités que le Seigneur a préparées pour vous. » Jessica quitta l'église avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas connu depuis des mois, sans savoir que le pasteur William Hartley avait utilisé exactement les mêmes mots avec 4 autres jeunes femmes au cours des 6 dernières années, et qu'aucune d'entre elles n'avait survécu pour raconter ce qui s'était passé lors de ces consultations privées. Le bureau du pasteur était situé dans un bâtiment séparé derrière l'église principale. Une modeste structure en briques qui abritait les bureaux administratifs et les salles de consultation. Jessica arriva à 6h30 le lundi soir, juste au moment où la chaleur de Géorgie commençait à se calmer. Le parking était presque vide, à l'exception de la Cadillac noire du pasteur Hartley et de quelques autres véhicules qui, supposait-elle, appartenaient aux participants à l'étude biblique du soir. Le bureau de la réceptionniste était vide dans le petit hall d'entrée. Une note manuscrite invitait les visiteurs à sonner. Avant que Jessica n'ait eu le temps de le faire, le pasteur Hartley apparut dans le couloir, le sourire chaleureux et accueillant. Il avait troqué son costume du dimanche pour un pantalon kaki et une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude, ce qui le rendait plus accessible, moins formel. « Sœur Jessica, vous êtes pile à l'heure, » dit-il en lui indiquant le couloir. « Mon bureau est juste derrière. Nous serons totalement seuls pour discuter. » Son bureau était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des étagères allant du sol au plafond remplies d'ouvrages théologiques et de photographies encadrées du pasteur Hartley, avec divers dignitaires et célébrités qui avaient visité l'église au fil des décennies. Un grand bureau en acajou occupait un côté de la pièce, mais il la guida plutôt vers un coin salon avec 2 fauteuils confortables placés près d'une fenêtre donnant sur un petit jardin. « Je trouve que les bureaux formels créent des barrières »,
expliqua-t-il en s'installant dans son fauteuil. Lorsque nous donnons des conseils, nous devons être égaux devant le Seigneur, simplement deux âmes en quête de guidance. Pendant la première heure, leur conversation sembla sincère. Le pasteur Hartley lui posa des questions approfondies sur son enfance dans la campagne du Tennessee, sa relation tendue avec son père, ses rêves de chanteuse qui l'avaient amené à Atlanta. Il lui a raconté des anecdotes de sa propre jeunesse, ses difficultés avec la foi, sa défunte épouse décédée 5 ans plus tôt. Jessica s'est détendue et s'est ouverte comme elle ne l'avait fait avec personne depuis son arrivée dans la ville. « Vous me rappelez Sarah », a-t-il dit doucement, le regard lointain. « Ma femme, quand elle était jeune. La même fougue, la même détermination à compter dans ce monde. » Il se leva et se dirigea vers un placard contre le mur, d'où il sortit 2 verres en cristal et une bouteille sans étiquette remplie d'un liquide ambré foncé. Sarah avait l'habitude de préparer ça, dit-il, la voix chargée d'émotion. Une recette familiale transmise de génération en génération par son peuple en Louisiane. Des herbes, des racines, du miel provenant de ruches locales. Elle appelait ça son tonique réconfortant. Elle disait toujours que ça aidait les âmes troublées à trouver leur chemin. Jessica hésita, tandis qu'il versait généreusement dans les 2 verres. Elle n'avait jamais été une grande buveuse, et accepter de l'alcool de la part d'un pasteur dans son bureau privé lui semblait inapproprié. Mais son visage exprimait une telle tristesse, une telle chaleur, que refuser lui semblait cruel. « À un nouveau départ », dit le pasteur Hartley en levant son verre. Le liquide était d'abord sucré, avec des saveurs que Jessica ne parvenait pas tout à fait à identifier. Sous le miel, elle sentait un goût terreux, presque métallique, et des herbes qui lui picotèrent la langue. Le pasteur but une gorgée de son verre, mais elle remarqua qu'il se contenta de s'humidifier les lèvres avant de le reposer. « Parlez-moi de votre musique, » dit-il en se penchant en avant. « Que chantez-vous? Qu'est-ce qui touche votre âme ?» Alors que Jessica commençait à répondre, elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine et ses membres, une agréable légèreté qui adoucissait les contours de la pièce. La voix du pasteur prit une tonalité presque mélodieuse, ses questions devenant plus personnelles, plus intimes. Depuis combien de temps n'avait-elle pas eu de relation amoureuse? Se sentait-elle seule ici, à Atlanta? Qu'est-ce qu'elle désirait le plus au monde? La conversation devint floue. Jessica se souvenait avoir ri à quelque chose qu'il avait dit, se souvenait qu'il avait rapproché sa chaise, que sa main sur son genou lui avait d'abord semblé paternelle, puis moins. Elle se souvenait s'être levée, la pièce s'inclinant légèrement, le bras du pasteur Hartley autour de sa taille, la guidant vers une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Il y a une salle de repos », dit-il d'une voix qui semblait venir de très loin. « Vous devez vous allonger un moment. Laissez le tonique de Sarah faire son effet. » La pièce était sombre, meublée simplement d'un lit de repos et d'un éclairage tamisé. Jessica avait les jambes flageolantes, ses pensées nageaient dans du miel. Elle était consciente de s'être allongée, de la voix du pasteur Hartley qui continuait à déverser un flot de paroles qu'elle ne comprenait pas tout à fait, de ses mains qui lui avaient semblé si paternelles et qui maintenant la touchèrent d'une manière que son esprit embrumé savait être mauvaise, mais à laquelle elle ne pouvait résister. La dernière pensée claire que Jessica eut, avant que tout ne se dissolve en sensations fragmentées, fut la prise de conscience que ce n'était pas du tout une consultation, et qu'elle s'était volontairement engagée dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple détresse financière. Jessica se réveilla sous le bourdonnement des néons et l'odeur âcre des produits nettoyants industriels. Pendant un moment, désorientée, elle ne sut pas où elle se trouvait. Les dalles du plafond étaient tachées d'eau, les murs peints de ce beige institutionnel que l'on trouve dans les écoles et les bâtiments administratifs. Elle avait un goût de cuivre et de terre dans la bouche, et sa tête lui lançait à cause d'une gueule de bois différente de toutes celles qu'elle avait connues auparavant. Elle était toujours dans la pièce derrière le bureau du pasteur Hartley, allongée sur le lit de repos, entièrement habillée, mais avec ses chaussures soigneusement posées sur le sol à côté d'elle. La pâle lumière du matin filtrait à travers une petite fenêtre près du plafond. D'après son téléphone, il était 6h15 le mardi matin. Elle était restée inconsciente pendant près de 12 heures.
Jessica s'assit lentement, regrettant immédiatement ce mouvement alors qu'une nausée lui nouait l'estomac. Sa peau lui semblait étrange, trop tendue et trop froide malgré la chaleur estivale d'Atlanta qui s'installait déjà dehors. Lorsqu'elle essaya de se lever, ses jambes tremblèrent d'une faiblesse qui semblait émaner du plus profond de ses os. Le bureau principal était vide, silencieux dans le calme du petit matin. Le pasteur Hartley était introuvable, et la porte du parking était ouverte. Jessica tituba à travers celle-ci dans l'aube humide de Géorgie, plissant les yeux face à la lumière du soleil qui lui semblait anormalement vive et dure pour ses yeux. Sa voiture était seule dans le parking. Elle avait de vagues souvenirs de la voix du pasteur, de ses mains, de la sensation que quelque chose de vital lui était retiré à chaque respiration. Mais les détails restaient frustrants et flous, comme lorsqu'on essaie de se souvenir d'un rêve qui s'est dissipé au réveil. Le trajet de retour vers son appartement lui prit 2 fois plus de temps que d'habitude. Jessica dut s'arrêter 3 fois, submergée par des vagues de vertige et de nausées. Dans le rétroviseur, son visage semblait pâle, presque gris, avec des cernes sous les yeux qui la faisaient paraître plus âgée que ses 24 ans. Dans son studio, Jessica se déshabilla et se mit sous une douche brûlante, essayant de laver la sensation de contamination qui collait à sa peau. C'est alors qu'elle remarqua la décoloration. De légères marques rougeâtres qui s'étendaient sur le bas de son abdomen et qui ressemblaient presque à des ecchymoses, mais qui étaient différentes au toucher, sensibles et anormalement chaudes. À midi, les marques avaient foncé et pris une couleur violette, et elle s'était étendue. Jessica appela ses 2 employeurs pour se faire porter malade, la voix à peine plus forte qu'un murmure. La faiblesse s'était intensifiée, l'empêchant de rester debout plus de quelques minutes sans que sa vision ne se trouble. Elle essaya de manger des crackers qu'elle avait dans son garde-manger, mais ne parvint pas à les garder. Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'odeur. Une odeur aigre et organique semblait émaner de son propre corps, devenant plus forte au fil des heures. Elle avait pris 3 douches, mais rien n'y faisait. Lorsqu'elle eut enfin le courage de s'examiner de plus près, Jessica constata que la décoloration avait pris une teinte grisâtre sur les bords et que la peau à cet endroit était froide et légèrement engourdie au toucher. Keisha appela à 4 heures de l'après-midi, la voix pleine d'inquiétude. « Ça va, ma fille. Ils m'ont dit que tu t'étais fait porter malade à tes 2 emplois. Ça ne te ressemble pas. » Jessica voulait tout lui raconter, lui expliquer l'histoire du pasteur Hartley, le verre et son réveil 12 heures plus tard. Mais la honte lui nouait la gorge. Comment pouvait-elle admettre qu'elle avait été si stupide, si naïve? Que dirait-elle exactement? Elle ne se souvenait pas assez clairement pour porter des accusations, et qui la croirait de toute façon? Il s'agissait du pasteur William Hartley, le leader bien-aimé d'Eternal Grace depuis 40 ans. Juste un virus intestinal, mentit Jessica d'une voix faible. Je serai remise dans un jour ou 2. Mais elle ne serait pas remise. Alors que le mardi soir laissait place à la nuit, la douleur commença sérieusement, une sensation de brûlure qui irradiait de son ventre vers ses membres. Jessica était allongée sur le sol de sa salle de bain, trop faible pour regagner son lit, regardant la décoloration se propager sur son torse comme des doigts sombres qui cherchaient à atteindre son cœur. Le mercredi matin, elle savait qu'elle avait besoin d'aide, mais lorsqu'elle a essayé d'appeler le 911, ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas tenir le téléphone. La dernière pensée claire que Jessica a eue avant de perdre connaissance était que le pasteur Hartley lui avait fait cela et que quelque part à Atlanta, il se préparait à le refaire à quelqu'un d'autre. Keisha a trouvé Jessica mercredi après-midi, après qu'elle ait manqué son service au restaurant pour la 2e journée consécutive et qu'elle ne répondait ni aux appels, ni aux SMS. À l'aide de la clé de secours que Jessica lui avait donnée en cas d'urgence, elle est entrée dans le studio et a suivi l'odeur jusqu'à la salle de bain, où son amie gisait inconsciente sur le sol carrelé froid. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, leur expression passant de l'inquiétude habituelle à l'alarme lorsqu'ils ont évalué l'état de Jessica. Ses signes vitaux étaient faibles et irréguliers. Sa peau présentait une décoloration importante qui, selon l'un d'eux, ne correspondait à aucun type d'infection qu'il avait vu en 15 ans de carrière. Ils l'ont transportée d'urgence au Grady Memorial Hospital,
le principal centre de traumatologie d'Atlanta, les gyrophares et les sirènes, dégageant le trafic de l'après-midi. Le docteur Michael Chen était médecin urgentiste à Grady depuis 7 ans, traitant tout type de cas, des blessures par balles aux overdoses, dans l'un des services d'urgence les plus fréquentés de la ville. Mais lorsqu'il examina Jessica Morrison, il se surprit à chercher son téléphone pour appeler le spécialiste des maladies infectieuses, puis l'équipe de toxicologie, et enfin son supérieur, car rien dans son état ne semblait avoir de sens sur le plan médical. « Ces tissus se nécrosent à une vitesse que je n'ai jamais vue », expliqua le docteur Chen à l'équipe réunie 2 heures plus tard. Cela a commencé dans la région pelvienne et se propage systématiquement dans le bas-ventre. Mais toutes les cultures sont négatives. Pas de bactéries, pas de virus, pas d'infection fongique. Son taux de globules blancs est extrêmement élevé, mais nous ne pouvons pas identifier ce contre quoi son corps se bat. Le dépistage toxicologique a révélé des traces de composés qu'ils n'ont pas pu identifier complètement. Des alcaloïdes végétaux qui ne correspondaient à aucun médicament connu. Lorsque Jessica a brièvement repris conscience ce soir-là, délirante de fièvre, elle n'arrêtait pas de répéter 3 mots. La boisson du pasteur Hartley. Une infirmière ayant 20 ans d'expérience à Grady a entendu ces mots et a senti son estomac se nouer. Elle a pris le docteur Chen à part dans le couloir, d'une voix basse et pressante. « J'ai besoin que vous consultiez certains dossiers. Nom des patientes, Destiny Williams, admise en avril 2018. Shanice Robinson, juin 2020. Angela Hayes, novembre 2022. Je me souviens d'elles parce qu'elles sont toutes mortes ici, avec les mêmes symptômes, la même nécrose tissulaire inexpliquée. Et je me souviens d'une autre chose. Elles avaient toutes mentionné avoir été conseillées par des pasteurs ou des anciens de l'Église avant de tomber malades. Le docteur Chen passa la nuit au service des archives médicales, à rechercher des dossiers qui brossaient un tableau effrayant. 3 jeunes femmes, âgées de 21 à 26 ans, toutes en bonne santé auparavant, toutes décédées dans la semaine suivant leur admission, victimes d'une nécrose systémique rapide. Les médecins traitants avaient consigné leur confusion, leur incapacité à trouver un agent causal, leur frustration alors qu'ils voyaient ces jeunes vies s'éteindre, malgré toutes les interventions que la médecine moderne pouvait offrir. Le jeudi matin, l'inspectrice Lisa Armstrong, de la brigade criminelle de la police d'Atlanta, se tenait dans l'unité de soins intensifs, regardant à travers la vitre le corps inconscient de Jessica Morrison. À 42 ans, Armstrong avait enquêté sur des meurtres, des viols et toutes les formes de cruauté humaine que Atlanta avait à offrir. Mais les dossiers médicaux que le docteur Chen lui avait communiqués suggéraient quelque chose qui dépassait les paramètres criminels normaux. 4 femmes en 6 ans, mêmes symptômes, même issue, dit Armstrong en relisant ses notes. Et votre patiente a mentionné un pasteur. Les notes d'admission de Destiny Williams mentionnent un accompagnement pastoral, confirma le docteur Chen, en consultant les dossiers numériques sur sa tablette. La famille de Shanice Robinson a déclaré à l'assistante sociale qu'elle suivait un accompagnement spirituel pour soigner sa dépression. Angela Hayes avait inscrit « ancien de l'Église » dans ses coordonnées d'urgence. Armstrong demanda à son équipe de récupérer les relevés téléphoniques, les comptes sur les réseaux sociaux et les relevés de cartes de crédit des 4 femmes. Les liens apparurent lentement, mais indéniablement. Destiny Williams avait assisté à 3 offices à l'église pentecôtiste Eternal Grace au cours du mois précédant sa mort. Shanice Robinson avait publié une photo sur Instagram avec le tag de cette même église. Les relevés bancaires d'Angela Hayes montraient un don à Eternal Grace 2 semaines avant son admission à Grady. Et les 4 femmes avaient rencontré le pasteur William Hartley en privé pour des séances de conseil dans les semaines précédant leur maladie. Jeudi soir, Armstrong était assise dans sa voiture devant l'église pentecôtiste Eternal Grace, observant les fidèles arriver pour les offices du soir. À travers son pare-brise, elle pouvait voir le pasteur Hartley saluer les fidèles à la porte, ses cheveux argentés brillant sous les lumières de l'entrée, son sourire chaleureux et accueillant. Il ressemblait au grand-père idéal de tout le monde, un pilier de la communauté, un homme qui avait consacré sa vie au service spirituel. Il ressemblait aussi à un tueur en série
qui traquait des jeunes femmes au grand jour depuis au moins 6 ans, utilisant sa position de confiance et son autorité pour sélectionner des victimes vulnérables, isolées et peu susceptibles d'être crues si elles tentaient de dénoncer ce qu'il leur avait fait, avant que les symptômes ne les rendent incapables de parler. L'inspectrice Armstrong n'avait pas assez d'éléments pour obtenir un mandat. Le fait que 4 femmes fréquentant la même église ne constituait pas une preuve de crime. Même avec ses décès suspects, elle avait besoin de quelque chose de concret, quelque chose qui convaincrait un juge que le pasteur, William Hartley, était plus qu'un simple conseiller spirituel qui avait eu le malheur de connaître des femmes décédées de maladies mystérieuses. Elle commença par vérifier ses antécédents. Hartley était né dans la campagne du Mississippi en 1951, avait été ordonné dans un petit séminaire pentecôtiste en Louisiane en 1974 et avait servi dans diverses églises du sud des États-Unis avant de fonder Eternal Grace à Atlanta en 1983. Sa femme Sarah était décédée en 2018 de ce que les dossiers médicaux qualifiaient de cause naturelle liée à un âge avancé, bien qu'Armstrong ait noté qu'elle n'avait que 64 ans. Les documents financiers montraient que Hartley vivait modestement de son salaire de pasteur, sans transactions bancaires inhabituelles ni comptes cachés. Ses déclarations fiscales étaient irréprochables depuis des décennies. Sur le papier, il était exactement ce qu'il semblait être. Un pasteur dévoué qui avait passé sa vie au service de sa communauté. Mais Armstrong avait appris à se fier à son instinct plutôt qu'aux documents administratifs, et tout son instinct lui criait que Hartley était dangereux. Le vendredi matin, elle reçut un appel du docteur Chen. Jessica Morrison est lucide. Elle demande à parler à la police. Armstrong arriva à Grady en moins de 20 minutes. Jessica semblait avoir vieilli de 20 ans en 4 jours. Sa peau avait pris une teinte grisâtre. La nécrose tissulaire était visible sous forme de taches sombres, s'étendant sur ses bras exposés. Mais ses yeux étaient clairs, concentrés, avec la détermination de quelqu'un qui savait que le temps lui était compté. « Il m'a drogué », dit Jessica d'une voix à peine audible. La boisson qu'il m'a donnée, il disait que c'était une recette familiale de sa femme, des herbes et des racines de Louisiane. Il disait que ça m'aiderait à trouver ma voie, mais c'était autre chose. Quelque chose qui m'a affaibli, qui a tout rendu flou. « Vous a-t-il agressé ?» demanda Armstrong doucement. « Je pense que oui, je ne m'en souviens pas clairement. Mais je sais qu'il m'a fait quelque chose pendant que j'étais inconsciente. Quand je me suis réveillée, je me sentais vide, comme si quelque chose m'avait été enlevé. » La main de Jessica se posa sur son abdomen, là où la nécrose était la plus grave. « Il a déjà fait ça avant, n'est-ce pas? Je ne suis pas la première. » Armstrong lui montra des photos de Destiny Williams, Janice Robinson et Angela Hayes. Le visage de Jessica se déforma sous le coup de la reconnaissance et du chagrin. « Elle me ressemble, jeune, seule, désespérée. C'est ce qu'il choisit, n'est-ce pas? Des filles qui ne manqueront pas tout de suite, auxquelles on ne croira pas si elles essaient d'en parler à quelqu'un. Aidez-moi à l'arrêter, » dit Armstrong. « Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez à propos de ce bureau, de cette pièce, tout ce qui pourrait nous aider à monter un dossier. » Jessica parla pendant 40 minutes, décrivant des détails qui s'avéreraient cruciaux. La bouteille sans étiquette contenant un liquide sombre. La porte cachée menant à la pièce derrière son bureau. La façon dont il avait à peine bu dans son propre verre. Les verres en cristal eux-mêmes, dont Jessica se souvenait qu'ils avaient un motif gravé inhabituel. Mais surtout, Jessica se souvenait avoir vu d'autres photos dans son bureau, en plus de celles des visiteurs célèbres et des dignitaires. Des photos personnelles sur une étagère derrière son bureau, dont plusieurs de jeunes femmes qu'elle ne reconnaissait pas, toutes à peu près du même âge, toutes souriant à côté du pasteur Hartley, avec ce qui semblait être une affection et une confiance sincère. Armstrong quitta l'hôpital avec suffisamment d'éléments pour demander un mandat de perquisition. Le vendredi après-midi, elle se présentait devant un juge, lui présentant les dossiers médicaux, les témoignages et le schéma des décès directement liés aux séances de conseil privé de Hartley. La juge, une femme qui avait vu suffisamment de prédateurs se cacher derrière des positions respectables, signa le mandat.
L'équipe de perquisition fit irruption dans les bureaux de l'église vendredi soir, juste au moment où le soleil se couchait sur Atlanta. Le pasteur Hartley ouvrit la porte avec son sourire chaleureux caractéristique, qui ne vacilla que légèrement lorsque Armstrong lui montra le mandat. « Je ne comprends pas, » dit-il, sa voix prenant ce ton pratiqué d'innocence confuse. « Que pourriez-vous bien chercher ?»« La pièce derrière votre bureau, » répondit Armstrong, observant attentivement son visage. « Celle avec le lit de repos où vous conseillez les jeunes femmes en privé. » Quelque chose a vacillé dans les yeux de Hartley, si rapidement qu'Armstrong l'a presque manqué. De la peur, ou peut-être du calcul. « Je n'ai rien à cacher, » a-t-il dit en s'écartant. « Fouillez tout ce que vous voulez. » Ce qu'ils ont trouvé au cours des 3 heures suivantes allait révéler que le pasteur William Hartley cachait en effet beaucoup de choses. L'équipe chargée de recueillir les preuves a d'abord trouvé la bouteille sans étiquette, cachée dans une armoire verrouillée dans le bureau privé de Hartley. Le liquide ambré foncé qu'elle contenait fut ensuite analysé par le laboratoire du Georgia Bureau of Investigation, qui révéla un mélange complexe de composés à base de plantes, notamment de l'aconite, de la belladone et plusieurs alcaloïdes dérivés de plantes originaires des régions marécageuses de Louisiane. À cela s'ajoutèrent des traces de composés que le laboratoire ne parvint pas à identifier complètement, des substances qui semblèrent conçues pour induire une suggestibilité, des troubles de la mémoire et une réponse physiologique profonde que les médecins légistes passèrent des mois à essayer de comprendre. Dans la pièce derrière le bureau, les techniciens légistes ont trouvé des traces biologiques provenant de plusieurs personnes sur le lit de repos, malgré des tentatives évidentes de nettoyage. Les échantillons d'ADN ont finalement permis d'identifier non seulement Jessica Morrison, mais aussi Angela Hayes et Shanice Robinson. L'ADN de Destiny Williams a été trouvé sur une couverture rangée dans un placard que Hartley n'avait apparemment pas pu se résoudre à jeter. Mais la preuve la plus accablante provenait des dossiers personnels de Hartley, soigneusement conservés dans un tiroir verrouillé de son bureau. Des notes de consultation sur 17 jeunes femmes, couvrant une période de 12 ans, chaque entrée documentant leur vulnérabilité avec une précision clinique. Difficultés financières, éloignement familial, guérison d'une addiction, rupture récente. Hartley avait répertorié ses proies, identifiant les femmes de sa congrégation qui étaient suffisamment isolées pour être ciblées, suffisamment désespérées pour accepter une consultation privée et suffisamment peu susceptibles d'être immédiatement crues si elles signalaient ce qui s'était passé. Les photographies glissées dans ces dossiers montraient des femmes à différents stades de ce qui semblait être la même progression que celle que Jessica avait connue. Certaines avaient simplement l'air fatiguées et pâles. D'autres présentaient des signes visibles de nécrose tissulaire, photographiés avec une précision documentaire détachée. 7 des femmes figurant sur ces photographies ont ensuite été identifiées comme étant décédées dans des hôpitaux de Géorgie et des États voisins au cours de la dernière décennie, toutes d'une défaillance organique systémique inexpliquée que les médecins avaient attribuée à des infections inconnues ou à des toxines environnementales. Le détective Armstrong trouva le pasteur Hartley dans son bureau, assis calmement à son bureau, tandis que l'équipe de recherche travaillait autour de lui. Il avait retrouvé son sang-froid, son visage affichait une expression d'acceptation sereine. « Vous allez essayer de faire croire qu'il s'agit d'un acte maléfique, » dit-il calmement, « d'un monstre qui s'en prenait à des filles innocentes. Mais vous ne comprenez pas ce que vous avez découvert. Alors, expliquez-moi. » a dit Armstrong en allumant sa caméra corporelle pour enregistrer sa déclaration. La grand-mère de Sarah était une traiteur, une guérisseuse des paroisses du Bayou. Elle comprenait des choses que votre médecine moderne ne reconnaît pas, la façon dont la force vitale peut être transférée, redirigée, utilisée pour soutenir une vie en puisant dans une autre. Sarah m'a enseigné cela avant de mourir. Elle m'a fait promettre de poursuivre cette pratique. Sa voix ne trahissait aucun remords, seulement une certitude troublante. Ces filles étaient déjà perdues, à la dérive et sans but. Je leur ai donné un sens à leur vie en permettant à leur énergie de soutenir mon ministère, ma capacité à guider les autres vers le salut. Armstrong se sentit mal en l'écoutant justifier 17 victimes comme une pratique spirituelle. Vous les avez assassinées.
Vous les avez drogués, agressés et infectés avec quelque chose qui a détruit leur corps de l'intérieur. J'ai prolongé mes années de service, corrigea Hartley. Le Seigneur a besoin que ses bergers restent forts, vigoureux, capables de guider son troupeau. Ce que je leur ai pris m'a permis de poursuivre son œuvre. L'arrestation s'est déroulée dans le calme, presque de manière anticlimatique. Hartley n'a pas résisté lorsque Armstrong lui a lu ses droits, n'a pas protesté lorsque les agents l'ont conduit hors de l'église qu'il avait construite. Les fidèles qui arrivaient pour les offices du vendredi soir ont regardé avec confusion et horreur croissante leur chef spirituel être placé à l'arrière d'une voiture de police, ses cheveux argentés brillant sous les lumières clignotantes. Jessica Morrison est décédée samedi matin à 6h23, son corps ayant finalement succombé à la destruction systématique provoquée par la concoction de Hartley. Le Dr Chen lui a tenu la main dans ses derniers instants, lui promettant que son témoignage contribuerait à faire en sorte que Hartley ne fasse plus jamais de mal à personne. Keisha est arrivée quelques minutes trop tard, s'effondrant dans le couloir devant l'unité de soins intensifs, son chagrin résonnant dans les couloirs stériles. Le procès a duré 18 mois. Les avocats de la défense de Hartley ont invoqué l'insuffisance de preuves, affirmant que le mélange à base de plantes était un remède traditionnel inoffensif et suggérant que les femmes étaient décédées de causes sans rapport avec le poison. Mais les preuves médico-légales, l'ADN, les photographies et le témoignage de 2 autres femmes qui avaient survécu à une exposition précoce après une seule rencontre avec Hartley se sont avérés accablants. En décembre 2025, William Hartley a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre, de 7 chefs d'accusation d'homicide volontaire et de multiples chefs d'accusation d'agression sexuelle et d'agression sous l'emprise de drogue. À 74 ans, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison de l'État de Géorgie, où il est décédé 3 ans plus tard des suites d'une pneumonie. L'église pentecôtiste Eternal Grace a fermé ses portes définitivement au début de l'année 2025. Le bâtiment est resté vide pendant 2 ans avant d'être racheté par une organisation communautaire et transformé en refuge pour femmes. Une petite rédemption pour l'horreur qui s'était déroulée entre ses murs. L'inspectrice Armstrong a conservé la photo de Jessica Morrison sur son bureau, pour se rappeler que les prédateurs se cachent souvent derrière les institutions mêmes qui sont censées protéger les personnes vulnérables, et que la confiance accordée trop facilement peut devenir une arme entre des mains expertes.